Enregistré sur l'ordinateur, d'accord. Et normalement, c'est bon. Bon, bah, bonjour à tous. Donc, nous accueillons aujourd'hui Marie-Christine Blandin autour de son livre La restitution Région Sénat. Donc, moi, je suis l'éditrice, hein, Véronique Duval. Et donc, Marie-Christine, nous sommes dans les locaux de l'ALCAR à Poitiers, l'agence du livre, du cinéma et de l'audiovisuel, qui nous accueille aujourd'hui pour cette rencontre qui sera visible sur Internet prochainement, sur la chaîne YouTube de La Nage de l'Ours. Alors, Marie-Christine, donc vous avez écrit La restitution Région Sénat après un mandat de présidente de région Nord-Pas-de-Calais de 1992 à 1998 et 2 mandats de sénatrice de 2001 à 2017. Et vous dites que vous avez voulu restituer, ça s'appelle la restitution, parce que ce que j'ai appris revient de droit aux gens qui payent ce que mettent en œuvre les élus, qui votent pour choisir un sens à l'évolution de notre société et qui, au gré des projets réalisés, voient leurs conditions de vie s'altérer ou s'améliorer. Donc, il y a vraiment un désir de permettre de rendre lisible l'action politique, que ce soit en région ou au Sénat. Donc, on va pas faire le résumé du livre ici, hein, ce serait trop long. Il faut le lire, c'est passionnant. Mais déjà, peut-être parce qu'on est en période électorale, hein, les élections régionales sont proches. Moi, il y a un chapitre sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est faire de la politique autrement, presque seul, s'appuyer sur la population. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez fait de la politique autrement quand vous étiez présidente de la région Nord-Pas-de-Calais? Alors, c'est une affaire de conviction et c'est une affaire de circonstance. D'une part, j'ai été élue non pas par amour des habitants pour l'écologie. Le temps dont je vous parle, c'est la préhistoire. Il y a 30 ans, nous étions dans une région industrielle avec de gros fiefs socialistes communistes et la droite qui espérait que tout allait basculer. Et c'est parce que personne n'a trouvé de majorité que j'ai été promue arithmétiquement le plus petit dénominateur existant pour faire le chef d'orchestre. Moi, je sortais de mon collège, de ma classe de sciences naturelles. Je n'avais jamais été maire, conseiller municipal, conseiller général, etc. Donc, c'est avec toute ma naïveté, entre guillemets, que je suis arrivée dans cette grande maison qui avait quand même 1 millier de salariés, qui était la 3e région de France, 4 millions d'habitants. Et nous avons essayé de présider comme on voit à la télé, en quelque sorte. Et là, je me suis très vite rendu compte que l'hostilité de la droite qui venait de rater le pouvoir et bon, les pieds qui traînaient un peu à gauche parce qu'ils avaient aussi raté cette accession à la présidence, faisait que j'allais devoir inventer des choses au lieu de rester en face à face avec des gens un peu défiants ou hostiles. Et donc, c'est au nom de la démocratie participative, en allant consulter les gens au plus près de leur vécu, politique par politique, qu'on a pu inventer d'autres manières d'envoyer les subventions, de financer l'agriculture, etc. Par exemple, dans le modeste secteur de l'aide économique en agriculture, eh ben, nous avons fait le choix de ne pas financer les ateliers d'élevage de truies au-delà de quelques centaines de cochons, de ne pas financer les producteurs de pommes de terre au-delà de autant de tonnes, etc., pour nous concentrer plus sur des paysans que sur des agro-managers. Et c'est difficile de faire ça parce que beaucoup d'élus ont l'habitude de travailler avec la chambre d'agriculture,
Dans le Nord-Pas-de-Calais, l'agroalimentaire est important. On irrigue pour faire des pommes de terre gonflées d'eau, puis on les congèle, puis on fait des frites qui sont elles-mêmes congelées, qui se vendent dans des restaurants fast-food, etc. Et travailler avec les habitants, avec les réseaux de producteurs biologiques, avec l'équivalent des AMAP, ça n'existait pas sous ce nom-là, mais ça a été très fécond pour nous apprendre les choses et pour proposer une autre manière de dépenser l'argent public. Voilà. Donc, vous appuyez sur la population dans différents secteurs. Donc, là, vous avez parlé Thème par thème, thème par thème. Je vais prendre un exemple caricatural, mais les élus précédents de mon conseil régional soutenaient le sport. Et dans le sport, ils soutenaient le foot. Et dans le foot, ils soutenaient le foot masculin professionnel. Ils avaient une règle, on leur donne 5 millions de francs dès lors qu'ils sont en division 1. Et on garantit leurs emprunts à hauteur de 7 millions dès lors qu'ils sont en division 1. Et cette année-là, j'arrive et voilà que Valenciennes, Lens et Lille, ce qui est inédit, passent tous en division 1. Donc, vous faites l'addition, 3 fois 12, ça nous raflait tout le budget des sports. Donc, naïvement, à mes élus, je dis, bah, écoutez, ce n'est pas possible. Donc, on va arrêter de garantir les emprunts, puisque de toute façon, ils ne remboursent pas et que c'est la région qui paye. Et on va diminuer le plafond des subventions. Et là, émeute générale dans mon assemblée, à droite comme à gauche, parce qu'il y a plein d'élus qui cumulaient, qui étaient conseillers à Lens, adjoints à Valenciennes, adjoints à Lille, donc fédération de la gauche et de la droite pour dire Blandin salope, les mots ont été utilisés, Blandin tue le foot. Et en vis-à-vis avec cette assemblée conflictuelle, impossible de s'en sortir. Donc on a publié l'ensemble des budgets du foot, du badminton, de la voile, du judo féminin, etc. Et finalement, c'est l'ensemble de la population qui a dit non, mais là, c'est pas juste, quoi. Et les clubs de nos enfants, et ceci et cela. Et sous la pression de la population, les élus rétifs à la diminution du budget du foot, eh bien, ont accepté de le faire. Mais c'est la population qui nous a donné de la force et son expertise d'usage aussi, en disant, mais nos gamins jouent au badminton, nos gamins apprennent le ping-pong ou le judo, et on veut que ces clubs continuent à être financés. Et au passage, c'est la population aussi qui nous a dit, parce que quand on est présidente de région, on ne peut pas tout regarder en détail, surtout quand on arrive, il y a beaucoup de choses à apprendre. La population nous a dit, au fait, il paraît que le budget du sport va diminuer, et pourquoi avez-vous choisi que ce soit tous les clubs féminins qui n'aient plus de subventions? Soit des salariés de la région, dans le coin d'un service, ou d'un salarié dans le... Et ben voilà, et au nom d'une parité bien conçue, redressement des choses grâce à ce qui remontait du terrain. Voilà. Et concrètement, ces remontées de terrain, elles arrivaient comment à vos oreilles? Alors, elles arrivent en allant sur le terrain. En allant sur le terrain. En allant sur le terrain, les gens vous parlent, etc. Et ça permet aussi de parler de la politique autrement parce que j'ai expérimenté la façon de faire de mes prédécesseurs qui m'a été transmise telle qu'elle, avec un cadre des services qui porte le dossier et qui sait tout, et avec 3-4 cadres du service devant qui balayent la population, qui éloignent les gens, de telle sorte que vous pouvez faire votre discours dans le calme, et puis au moment où vous allez partir, eh bien, on vous donne une sortie privilégiée qui vous évite de rencontrer Madame Michu qui a quelque chose de très intéressant à vous dire, ou bien les élèves de tel endroit qui sont furieux que leur salle des sports n'est pas encore finie, ou tout ça. Et donc, changer ces pratiques notabilisées d'éloignement de la population pour accepter de leur parler et de prendre du temps, parce qu'évidemment, ça prend du temps. Et quand on fait ça, ben, on ne fait pas 4 inaugurations dans la matinée. On n'a pas 4 articles de presse, mais au moins, on s'est nourri de la vraie vie des gens. Ça, on le sent beaucoup dans ce livre. Hein. Il y a plusieurs reprises. Vous parlez des lycées aussi, du choix du CHQE de Calais. Comment est-ce que les parents, les élèves, les professeurs ont été associés à… Ben, la démocratie participative, c'est quelque chose
d'ambitieux, qui demandent du temps, qui demandent de l'argent, hein, parce qu'il faut qu'il y ait des salles, il faut aussi que nos fonctionnaires régionaux acceptent d'aller sur le terrain après 18 heures, quand les gens ne travaillent plus, pour parler avec eux. On l'a fait pour les comités d'usagers du train, par exemple. Ben, ça faisait des heures décalées. C'est assez bizarre, mais c'est nécessaire. Et sur le lycée HQE de Calais, quand nous l'avons projeté, nous avons fait bien sûr un appel d'offres, mais aussi des jurys préalables pour recueillir l'avis d'une part des élèves, d'autre part des professeurs et d'autre part des parents d'élèves. Et on a été un petit peu déçus parce qu'ils n'ont pas choisi le lycée de notre cœur, l'architecte de notre cœur, et ils avaient des concepts très bizarres. Les élèves disaient « Oh, c'est génial, c'est tout droit, ça ressemble à la galerie d'un hypermarché ». Les parents disaient « Oh, bah, c'est bien, on va pouvoir les surveiller, ils seront tenus ». Et les professeurs disaient « Oh, bah, là, au moins, on s'y retrouve, c'est pas le dédale ». Voilà, bon, ce lycée a eu lieu et il est de qualité. La bonne surprise, c'est que cette qualité environnementale qui a été un peu boudée au début par le proviseur et les profs qui se battaient contre le gouvernement en disant nous voulons de la qualité pédagogique et des ressources humaines, on s'en fout du lycée haute qualité environnementale. Peu à peu, il a été adopté. L'intendant est devenu un vrai militant de l'écologie pratique en montrant ces factures d'eau ridicules, ces factures d'électricité ridicules. Et surtout, un an après, ce lycée, dans le classement des établissements, a été le premier du département du Pas-de-Calais pour ses résultats, alors que c'était un quartier sensible dont la sociologie, a priori, ne guidait pas vers des résultats excellents. Donc voilà, ça c'est une réussite grâce aux gens, grâce au dialogue. Et aujourd'hui, ça continue, cette fierté vis-à-vis de ce lycée? Ah, je ne suis pas sur place, mais ce que je sais, c'est que les visites continuent. Et de plusieurs endroits de France, il y a eu des visites, d'une part d'intendants, d'autre part d'architectes, qui venaient se nourrir de ce modèle. Ça date d'il y a 25 ans maintenant, et partout en France, la haute qualité environnementale a grandi, des normes ont été édictées, les gens savent comment faire, les gens qui vendent des matériaux ou qui recyclent les déchets de chantier savent encore mieux le faire qu'à cette époque-là où on essuyait les plâtres, sans jeu de mots. Alors ça, oui, j'aimerais bien dans cet entretien-là, qu'on fasse un parallèle entre, enfin, qu'on regarde le temps long qu'il faut pour que les idées diffusent, parce que dans ce livre, il y a beaucoup sur la démocratie participative, sur le HQE, mais sur d'autres sujets aussi. On voit que c'était novateur à l'époque et que maintenant, ça a essaimé un peu plus. Oui, un peu plus. Il faut du temps, il faut beaucoup de temps. Et les idées grandissent dans la tête des gens, dans la société et même dans la tête des politiques, quelquefois frileux. Je vais prendre un exemple très symbolique qui me tient à cœur. En 1992, je ne me voyais pas aux côtés du préfet déposer une gerbe de fleurs entourée d'anciens militaires tout gradés avec des drapeaux, etc. Je les respecte, mais je pensais que ce n'était pas le reflet de la souffrance des gens. Et donc, nous avons choisi de mettre des fleurs sur les tombes des Anglais, des Canadiens, des Français, mais aussi des Allemands. Et il s'est provoqué le 11 novembre 92 une réelle émeute médiatique. J'avais souillé l'honneur des poilus. Il y a eu de mauvais articles de presse, il y a eu les élus de mon assemblée à la plénière suivante qui ont quitté la salle pour laver l'affront avant de revenir. Et donc, c'était quelque chose de très difficile. Mon pacifisme ne passait pas. J'ai toujours gardé cette ligne et finalement, Chirac a eu quelques paroles sur les fraternisés. Ensuite, Jospin, Premier ministre, a fait un grand discours en disant « c'était une énorme boucherie et nos généraux ont utilisé nos enfants, etc. » Ça a été un deuxième pas. Sarkozy a dit « ce n'étaient pas des lâches, les gens qui ont pu se serrer la main ». Et puis, il y a quelques années maintenant, eh bien, le maire d'Arras a réussi à faire venir, et j'ai
aussi utilisé de mon entremise, le président du Sénat, Percheron, qui était l'ancien président du Nord-Pas-de-Calais, Xavier Bertrand, qui venait d'être élu, donc c'est sans doute il y a 6 ans, et François Hollande, à qui j'avais écrit mon souci que ceci soit reconnu, pour l'inauguration d'un monument fraternisé. Donc, vous voyez, entre le temps qu'il faut, par exemple, peut-être c'était 2016 ou quelque chose comme ça, et 1992, c'est plusieurs décennies. Et pourtant, maintenant, c'est dans les mœurs. Quand le président de la République reconnaît les fraternisés, on a fait un grand pas quand même. Voilà, c'est un exemple. Un autre exemple, dans le Grenelle, dans le groupe biodiversité que j'animais, j'avais réclamé au Sénat, j'avais réclamé des choses concrètes, des preuves d'amour. Il y avait l'empêchement de cultiver le Monsanto 810 dans les champs. Il y avait l'abandon du projet de la mine d'or de Caux en Guyane qui dévastait la forêt et ruinait l'écosystème où vivaient des gens. Et il y avait l'effacement de 2 barrages. Dans ces barrages, il y avait Poutès-Monistrol dans la Loire. J'ai échoué pour ce point-là seulement. C'était Borloo, le ministre, il m'a dit « Ah non, ça c'est pas possible, EDF ne voudra jamais ». Eh bien, si vous regardez les actualités, EDF vient de raser la hauteur du barrage et de faire une passe à saumon absolument exemplaire. Là, maintenant. Là, maintenant, là, cette semaine. Et c'est extraordinaire. Je l'ai découvert par hasard, puisque je ne suis plus en institution et en politique. Et je me dis, ah, ben, ça valait la peine de le demander avec insistance. Et ce n'était pas forcément un échec total que de ne pas réussir tout de suite. C'est ça, alors ça c'est très important, effectivement, 15 ans après, parce que nous sommes en 2021, c'était en 2007, donc 14 ans après, finalement les choses mûrissent, les choses se réalisent, quelquefois d'ailleurs par à-coup. Je pense à un exemple qui n'est pas du tout écolo, mais qui concerne les écologistes. C'est le Concorde qui était réputé être l'emblème de la France et tout, mais qui disait du mal du Concorde manquait de se faire traîner en justice pour diffamation. Et puis voilà qu'une pièce laissée sur le tarmac s'emballe et puis va briser le réservoir et puis tout le Concorde tombe et tout ça. Et le lendemain, tout le monde, le ministre y compris, dit nous recommencerons ce bijou de la France, et on ne sait pas par quel débat interne et tout ça, 15 jours après, on nous apprend le Concorde, on abandonne, c'est vraiment trop consommateur d'énergie pour peu de gens. Et je n'aurais jamais parié là-dessus. Donc, il faut être optimiste. Il faut quand même être optimiste. Tout à fait. Voilà. D'accord. Et alors, moi, je voulais parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On n'aura pas le temps de parler de tout, mais il y avait aussi donc, cette notion. Alors, pour revenir sur la notion faire de la politique autrement, la partie, est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous avez mis en place en région Nord-Pas-de-Calais, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir un peu plus répandu dans les régions en termes de démocratie participative, notamment, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Alors, il y a la pression populaire qui fait évoluer les choses. Par exemple, un thème comme le non-cumul est devenu incontournable même pour les pires cumulards. À cette époque-là, nous travaillons par l'exemple, on ne cumulait pas, mais en même temps, on faisait des tribunes dans la presse, etc. Et je dénonçais le fait que le gouvernement ne voulait pas faire de référendum. Donc, seule la loi pouvait ralentir le cumul. Or, la loi est faite par des parlementaires dont les 3/4 étaient cumulards. Donc, c'est un conflit d'intérêts pratiquement. Et donc, ça n'avançait pas vite. Eh bien, si. Pièce par pièce, ça a quand même avancé parce que des députés, des sénateurs se sont rendus compte que ça devenait intenable devant les électeurs de soutenir cette nécessité du cumul. Donc ça s'est érodé partout. Sur les bonnes pratiques, la démocratie participative, la qualité environnementale, le soutien au bio, il faut savoir que nous, politiques, n'avons rien inventé. Ce sont les associations, ce sont des réseaux de professionnels vertueux
qui nous ont donné ces idées-là. Mm. Nous avons ouvert des espaces pour qu'ils puissent tenir, mais ce n'est pas nous qui avons inventé. Et ces choses-là se sont répandues en France partout. Je pense à la Fédération nationale de l'agriculture biologique, qui a été exemplaire. Et d'autre part, quand on est un parti politique comme les Verts, comme tous les partis politiques, on a des formations. Tous les élus ont droit à des formations. Et les bonnes pratiques se sont répandues. On a invité des agronomes, alors pas René Dumont qui était disparu, mais Marc Dufumier, qui est son fils spirituel et qui expliquait bien le rôle d'un sol qui fonctionne, des lombriques et le côté destructeur des pesticides. Et tout ça, c'est devenu une connaissance partagée avec de nouvelles générations d'élus, en particulier écologistes, qui sont beaucoup plus compétents que je ne pouvais l'être à cette époque-là, parce que les idées mûrissent, se documentent, se qualifient. Et j'aurais honte, moi, de tenir aujourd'hui une institution alors qu'il y a tant de talents sur le terrain. Alors, on va parler de la science, puis on va parler de la culture aussi. Alors, je voulais parler de la culture avant, parce que justement, en vous écoutant sur les fraternités, vous citez les cahiers du... Les cahiers de Bartas. Bartas était un tonnelier très jeune, envoyé au front, qui a tenu sur des petits carnets de Moleskine à la main le compte-rendu de chacune de ses journées. Donc, il dit, nous arrivons en Artois, des bombes tombent, mon capitaine a perdu, enfin, je ne vais pas dire capitaine, je ne connais pas les grades, mais mon chef a perdu sa jambe, mon copain s'est fait arracher la tête. Et au début, ce n'est pas un pamphlet pacifiste, c'est la lecture du réel de ce qui se passait dans les tranchées qui en a fait un monument pacifiste qui se termine par « Maudite soit la guerre ». Et le hasard de rencontre, parce que j'avais fait ce discours pacifiste le 11 novembre, a fait que la famille Bartas m'a contacté. Ses enfants, ses petits-enfants. J'ai eu dans les mains les vrais carnets. J'ai rencontré l'éditeur, le premier éditeur qui avait listé et transformé en imprimerie, en quelque sorte, tout ça. Et j'ai été marraine du monument Maudite soit la guerre, construit là-bas pour la souscription. Et on a récolté suffisamment d'argent. On l'a inauguré ensemble à Peyrac-Minervois. Et quand Hollande est venu à Arras, la famille Bartas a été invitée. Et tout le monde, évidemment, les notables et tout ça étaient là. Monsieur, madame Bartas, je vous en prie, etc. Sauf que moi, je les connaissais, je connais leurs petits-enfants, tout ça. On est tombés dans les bras. Et ça me faisait rire de les voir tous tourner autour de la famille Bartas comme ça, alors qu'on avait une intimité. Voilà, ça compte beaucoup, ces choses-là. Et c'est ce qui fait tenir aussi. C'est des bons moments, des moments symboliques quand même importants. Oui, puis on voit aussi là le temps long, la culture sentinelle. Sur la culture, nous avons fait un peu de la prose sans le savoir dans nos choix, dans nos façons de faire dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais après, au Sénat, j'ai beaucoup travaillé avec un chercheur qui s'appelle Jean-Michel Lucas et qui promouvait la notion de droit culturel, c'est-à-dire la reconnaissance de chacun dans son égale dignité et cette ligne directrice pour les politiques publiques, qu'elles soient locales ou nationales. Or, les droits culturels, c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien compris, ou bien qui fait peur aux artistes qui disent « Oh là là, on va empêcher la liberté de création », ou bien qui déplaît aux élus qui se disent « Oh, c'est plus simple de subventionner qui l'opéra, qui telle scène nationale ». Donc, il a fallu expliquer que ce n'est pas du redéploiement bête et méchant, les petites structures aux dépens des grandes, expliquer que dans la loi, on avait mis les droits culturels et pour la première fois de l'histoire, la liberté de création et des peines, des amendes contre la liberté de diffusion. Donc, jamais les artistes n'ont été aussi protégés. Mais en même temps, l'argent public, il doit servir avec une réflexion. Est-ce que cette subvention culturelle fait grandir des individus, leur donne du bonheur, de l'épanouissement, et dans quelle mesure ça tisse du lien, et dans quelle mesure ça respecte ce qu'ils sont dans l'apport qu'ils peuvent générer pour un bien commun culturel.
Le musée du Dauphiné, par exemple, est exemplaire. Ils ont fait une exposition il y a plusieurs dizaines d'années sur les chaussures. Eh bien, il y avait les sabots de la Savoie, tout ce que vous voulez, mais il y avait aussi tous les travailleurs immigrés qui avaient apporté les sandales kabyles, touareg, etc. Et toute une étude de la chaussure autour d'un objet du quotidien, reconnaître chacun dans son vécu. Et ça sert à quoi? Ben, ça sert à tricoter du lien. C'est ce qu'appelle Édouard Glissant la créolisation. On s'enrichit mutuellement par le lien. Ça, c'est de la culture, quoi. Et quelquefois, eh ben, à force de subventionner des structures qui fonctionnent comme on le faisait il y a 30 ans, on ne repose pas les fondements, créer du lien. Tout à fait. Alors, moi, je voulais absolument aussi, dans cet entretien, qu'on parle d'une chose, parce que c'est quand même, pour moi, moi qui suis de journaliste à la base, une chose qui m'a le plus marquée dans votre expérience sénatrice, c'est la loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Alors ça, est-ce que c'est la loi majeure de vos mandats? Pour moi, c'est quelque chose de majeur parce que c'est la loi Blandin et c'était la première loi écolo et c'était quelque chose quand même. Ça n'a été possible que parce que le Sénat était à gauche pendant une courte période de son temps, mais c'est arrivé. De quelle année à quelle année il était à gauche? Le Sénat est passé à gauche en 2011 jusqu'en 2014. Donc, il y a eu 3 ans où nous, écologistes minoritaires et de gauche, on pouvait espérer dialoguer avec la majorité du Sénat en disant « cette loi, on y tient ». Cette loi a eu beaucoup d'aventures. D'abord, ce n'est pas moi qui l'ai totalement inventée. On a travaillé avec de pauvres lanceurs d'alerte qui étaient soit menacés, soit licenciés, soit traînés en justice, soit placardisés. À Roscoff, quelqu'un Bellé cherche sur les oursins, découvre que le glyphosate provoque des mutations et des problèmes de cancérisation des premières cellules d'oursins. C'est une vraie découverte et d'un seul coup, Monsanto l'invite, veut lui passer la main dans le dos, il refuse, lui tombe dessus, le menace, il n'a pas peur, mais ses crédits du CNRS tombent. Mais il n'est plus éligible au ministère de la Recherche et tout ça. Donc, c'est un lanceur d'alerte qui se fait privé d'oxygène, en quelque sorte. Un autre dans le sud dit du mal des salines, non, dit du mal du sel, en disant mais ça provoque l'hypertension et tant de crises cardiaques par an, etc. Les salines lui font un procès, le traînent en justice. Donc ça, c'est des lanceurs d'alerte fragilisés. Le but était donc de protéger ces personnes par une loi. Donc, on a fait des colloques avec Sciences Citoyennes, avec Sicolela, qui est un militant chercheur toxicologue, et on a élaboré cette loi. Et là, grosse surprise, les ministres de gauche ne sont pas très enthousiastes. La ministre de la Santé me dit « Oh, mais écoutez, il y a l'ordre des médecins pour ce genre de choses. » La ministre de la Recherche, Fioraso, me dit « Oh là là, ça va déplaire aux chercheurs, ils vont croire qu'on les met en cause. » Le ministre du Travail, Sapin, est le pire. Il me dit « Oh, je suis en train de négocier avec les syndicats, ce n'est pas le moment de nous faire un truc compliqué, parce que ça concernait le droit du travail. » Et la ministre de l'Environnement, Nicole Bricq, dans l'avion qui la ramène de Guyane, où elle s'exprime pour condamner les puits de pétrole en mer, apprend que plus près du cockpit, Hollande vient de décider qu'elle n'était plus ministre. Donc, vous voyez, ça partait sur un terrain un peu miné. C'est une jeune ministre, Delphine Batho, qui a accepté d'être chef de file pour le gouvernement pour mettre tous les cabinets en ordre et tout ça. Néanmoins, il a fallu aller jusqu'au cabinet de Hollande, où, heureusement, il y avait un professeur de médecine, Lyon Camp, qui était très sensible à l'indépendance de l'expertise, qui est l'autre sujet de la loi. Et il avait dit qu'il faut un gendarme dans l'expertise pour que les intérêts privés financiers n'interviennent pas. Donc, la loi a vu le jour. Et on voulait faire une haute autorité de protection des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire une instance indépendante. Premier rabotage, on nous a empêché de le faire, c'est une simple commission.
3 ans plus tard, Sapin est ministre et il se fait démarcher par Transparency International, des associations qui lui disent « Blandin, elle a fait un truc bien, c'est les lanceurs d'alerte en santé et en environnement, mais ça ne suffit pas. » Il y a Antoine Deltour, il y a tous ces gens-là, il y a les lanceurs d'alerte dans le domaine financier. Et Sapin dit « Je vais faire quelque chose de plus global qui protégera tous les lanceurs d'alerte. » Donc tout le monde applaudit, même moi, je ne me méfie pas. Et pendant le débat, Sapin va rédiger les articles de loi. Moi, c'était tout citoyen a le droit de et d'être protégé, etc. Et lui, il dit, un lanceur d'alerte est une personne qui, dans son entreprise, au vu d'un problème, saisit sa hiérarchie en passant par l'ordre de la hiérarchie. Et si vraiment ça ne va pas, au bout d'un an, il pourra s'adresser à ceci, cela. Enfin bref, c'est la ruine du travail. Il supprime le droit de protection pour les associations. Mais en même temps, il dit le lanceur d'alerte qui s'adresse à l'extérieur pour alerter est obligé de passer par une association ou un parlementaire. Donc, vous voyez le problème. Le lanceur d'alerte, lui, il est protégé, mais s'il veut crier, il doit passer par des canaux, soit les parlementaires peu enthousiastes, soit les associations qui, elles, ne sont plus protégées. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont plus protégés, ça veut dire qu'elles peuvent être attaquées en diffamation, etc. Et ensuite arrive Macron avec la promotion qu'il avait déjà faite au cabinet de Hollande de la loi sur le secret des affaires, c'est-à-dire que dans les domaines industriels, chimiques, médicaments, etc., il faut faire très attention quand on fait une alerte de ne pas dire il y a telle molécule dans tel comprimé, parce qu'on dit « Ah, mais vous avez révélé le secret des affaires, donc vous n'êtes pas protégé. » Et puis après, arrivent encore des mesures contre l'agro-bashing qui font que les gens qui disent du mal des agriculteurs sont poursuivables, mais c'est un biais parce que les gens qui disent du mal des pesticides qu'utilise tel agriculteur se deviennent considérés comme disant du mal des agriculteurs. C'est le cas de Valérie Murat, une jeune femme dans la Gironde, qui a affiché les taux de pesticides contenus dans du vin haute qualité environnementale et qui vient de se voir condamnée en première lecture à 125 000 € d'amende et à l'obligation de retirer de son site toutes les données numériques des taux de pesticides qu'elle avait analysés par des experts indépendants. Elle n'est pas couverte par la loi des protections des lanceurs d'alerte. Je lui ai téléphoné. Alors, première chose, elle ne savait pas que le défenseur des droits protégeait les lanceurs d'alerte. Donc déjà, on voit que la non-médiatisation de ces choses-là ne permet pas aux gens d'avoir accès à leurs droits. Et deuxième chose, on est avancé, là, on est dans la chose jugée, ce qui complique la tâche du défenseur des droits, c'était Jacques Toubon, qui n'arrêtait pas de me dire, dites-leur de venir bien en amont. Là, je peux les protéger, je peux faire une instruction. Si la justice s'est mise en route, c'est très compliqué pour le défenseur des droits qui, quand même, dépend de l'exécutif, d'intervenir sur le pouvoir judiciaire. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut lancer une alerte dans un domaine, soit financier, santé, environnement, il doit s'adresser à une association. Il doit d'abord passer par sa voie hiérarchique. D'accord. Ah, mais s'il est extérieur... Et s'il n'y arrive pas, il passe soit par une association, soit par un parlementaire. Et les associations sont très importantes pour bien calibrer les formes, pour bien éviter les mots qui relèvent de la diffamation et tout ça, pour ne pas être poursuivable. Mais c'est forcément un salarié d'une structure. Ça ne peut pas être quelqu'un d'extérieur. Eh bien, la rédaction qu'en a fait Sapin, c'est ça. Donc, en réalité, il a exclu tout le bénéfice de ma loi. Donc, mais on a un nouvel espoir, malheureusement pas sous ce gouvernement, c'est la transposition de la directive européenne qui oblige la France à requalifier son dispositif et qui serait une opportunité pour restaurer des mesures intéressantes, protectrices des droits de l'homme. Voilà. Au niveau européen, pour le coup. Au niveau européen, il y a un cadre et chaque État doit, par une loi, s'adapter à ce cadre. D'accord. Voilà. Donc, voilà l'histoire d'une loi
Et pour moi, ça a été une bonne leçon. C'est on se bat au Parlement, on a au Sénat toute la majorité de droite hostile, nos partenaires ne sont pas forcément enthousiastes, et on y arrive difficilement, et on l'a fait voter, et on pourrait boire une bière ou un coup de champagne. Et moi, la leçon que je tire, c'est que derrière, quelqu'un peut repasser avec une loi qui rédige les articles du code, et puis un ministre peut repasser avec une rédaction perfide qui en réalité détruit des bénéfices, et la culture des parlementaires ne leur permet pas de tout connaître les textes qui existent, et un ministre charismatique qui leur explique que c'est bien mieux comme ça passe, c'est voté. Donc la démocratie, c'est faire des lois, d'abord se nourrir des expériences des habitants, faire des lois, mais c'est aussi veiller à ce qu'elles soient appliquées, que les décrets ne les déforment pas ou qu'une nouvelle loi ne vienne pas balayer le... Ça, c'est une culture qu'on n'a pas. Non, on ne l'a pas assez. On l'a pas assez. Il n'y a pas aujourd'hui enfin, la démocratie, c'est un exercice difficile de vigilance, de persévérance. C'est une mission du Parlement. Hein. Quand on écrit que font les députés, que font les sénateurs, ils débattent des lois que le gouvernement leur propose ou qu'ils proposent eux-mêmes, virgule, et ils contrôlent l'action du gouvernement. C'est vraiment leur mission. Voilà, donc ça a été un grand stage que j'ai fait 6 ans en région Nord-Pas-de-Calais, une institution, le pouvoir de faire sur le terrain. Et puis mes mandats au Sénat, c'était voir comment on fait les lois, les règles, etc. Et comment on espère changer le réel à partir de textes. Et comment c'est difficile par moment. J'ai en mémoire l'Office de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques. C'est quelque chose de bizarre. On prend 18 sénateurs, 18 députés passionnés par la science, et il y a un office qui a beaucoup de moyens qui va s'atteler à des sujets. Alors normalement, quand c'était sous Pierre Mauroy, donc ça date encore plus que de ma présidence, c'était un office au service un peu des citoyens, de la santé, de l'environnement, pour voir si des nouvelles technologies pouvaient avoir des avantages ou poser problème. Et très rapidement, les parlementaires qui se font promouvoir là-dedans, sont un peu actionnés par leurs intérêts en faveur du nucléaire, des OGM. Donc, on a tous les lobbyistes finalement, et c'est un office à front renversé. Il n'était pas fait pour ça. Et ils nous font des rapports, par exemple, sur la possibilité de prolonger les centrales nucléaires, sur la pertinence d'un EPR, sur la non-dangerosité des déchets, sur le formidable espoir que représentent pour les malades les OGM et des choses comme ça. Et cet office, on est tellement entre gens de bonne compagnie, parce que j'y ai été nommée seule femme, seule sortie de mon collège et pas de bac+10. Et on s'aperçoit que les rapports proposés par un rapporteur membre de l'office sont mis sur table 1 heure avant, et que tout le monde les feuillette discrètement, mais évidemment, on n'a pas le temps de lire 600 pages, et c'est voté à l'unanimité, parce que bien sûr, on est entre gens de bonne compagnie qui écrivent des choses très intelligentes. Donc pendant longtemps, j'ai été le vilain petit canard qui était la seule à voter contre. Et puis, peu à peu, j'y ai acquis quand même un peu d'estime en faisant un rapport sur la pollution de l'air intérieur, ce qui n'était pas trop conflictuel au départ. Et puis, en accompagnant un autre membre, un député qui était un député RPR, sur le risque épidémique. Et c'est devenu un thème très tendance parce qu'est arrivée la grippe qui allait tuer tout le monde, là. Et donc, on a été remandaté pour faire un rapport sur cette pandémie grippale, la stratégie des vaccins, les remutations des virus et tout ça. Et à cette époque-là, on a fait des choses intéressantes puisque nos préconisations ont été mises en œuvre par Roselyne Bachelot, à savoir les stocks de plus d'1 milliard de masques, par exemple, dont l'histoire récente nous montre que ses successeurs n'ont pas été aussi vigilants que notre rapport. Voilà. Eh oui.
Bon, on a compris que là, je ne sais pas si Jean-Pierre, il y a des questions dans la salle? Euh, Non? oui, je veux bien dire un mot parce Ah, on n'entend pas bien. Il faudrait dire à Jean-Pierre de couper sa caméra, ce qui va être très Oui. frustrant pour nous, mais le son passera mieux. Oui, voilà. Jean-Pierre, il faudrait que tu coupes que vous Mais je coupez crois la qu'il a caméra. Il a coupé. Voilà. On n'entend pas du tout. Ah oui, on n'entend pas du tout. cet entretien. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Oui, un petit peu mieux. Ça va pas du tout là? Est-ce que ça va mieux là? Si, c'est bon là, ça y est. Bon, je vais essayer de pas. D'accord. Oui, je disais que là aujourd'hui, je suis là avec la casquette de l'amitié et pas celle politique. Et j'ai beaucoup de plaisir à vous écouter. C'est vrai que j'ai vécu l'épisode 92 et le mandat qui a suivi. Il se trouve que bon, nous avions eu six élus et ensuite beaucoup de gens sont venus se mettre au service de ces élus. Et donc, il fallait que quelques personnes fassent tourner le parti et j'étais le porte-parole. Donc, j'ai eu l'occasion de défendre un peu la politique de Marie-Christine et quelques anecdotes amusantes. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore eu le plaisir de lire le livre, mais si on les retrouve. Mais il se trouve que j'étais cadre supérieur chez un opérateur télécom, donc je rencontrais beaucoup d'élus. Et ces élus, quasiment dans les 2 semaines qui ont suivi, ils avaient tous l'expression développement durable dans la bouche. C'est-à-dire que c'est un mot qu'ils ne connaissaient pas, qui était apparu avec le rapport Brundtland, Sustainable Development, qui est une mauvaise traduction, développement durable. Mais là, même M. Bataille, vice-président de Marie-Christine, un fervent défenseur du nucléaire, mettait dans tous ses discours au moins 3 fois développement durable. Donc, bon, et puis il y a eu l'épisode juste après, puisqu'on a eu le vote de Maastricht. Et il se trouve qu'effectivement, Marie-Christine et son vice-président au transport n'avaient pas la même position sur le vote. Et moi, le porte-parole des Verts, je devais aller expliquer sur les plateaux télé qu'ils étaient en fait d'accord, même s'ils ne votaient pas la même chose. Et donc, effectivement, mais c'est vrai que la façon de faire de la politique autrement, je pense que vraiment, c'est un exemple frappant et je pense que tous ceux qui veulent mettre en place une politique écologique, solidaire et démocratique doivent s'appuyer sur ce que raconte Marie-Christine, parce que c'est vraiment les fondamentaux. Moi, je vois qu'effectivement, aller au contact, et c'est ce que je dis à nos élus, c'est pas possible de cumuler et d'avoir du temps pour aller au contact des gens qui vont bénéficier des lois et des décisions que l'on prend. Et ça, c'est extrêmement important. Et je l'ai vu parce que je trouve que moi, j'étais dans le Valenciennois, j'étais un militant du Valenciennois, et donc j'ai accompagné le vice-président transport, Guy Asquette, et son cabinet dans les différentes entreprises ferroviaires du Valenciennois. Et le fait de passer du temps, de discuter avec les syndicats, avec les patrons, c'était quelque chose qui était nouveau et vraiment qui était perçu de façon extrêmement positive. Et donc, ça a permis derrière, effectivement, de récupérer des rames TGV, c'est ce qu'a fait Marie-Christine, pour mettre en place des lignes un peu plus rapides à travers le Nord-Pas-de-Calais. Et voilà, je pourrais raconter plein de choses également, mais je ne veux, je laisse la parole à Marie-Christine et très vite, j'espère que j'aurai sa dédicace et que je pourrai dévorer son bouquin. Alors justement, moi je voulais conclure, parce qu'on va conclure là, sur le livre, juste peut-être raconter comment vous l'avez écrit ce livre. Il y a je ne sais pas combien d'archives, 1 m3, 2 m3. Alors, à la fin de mes mandats, des archives institutionnelles sont à la région Nord-Pas-de-Calais, d'autres sont au Sénat, et un volume énorme de paperasse dans ma permanente a été trié, ordonné et mise aux archives départementales du Nord, où elles sont libres de consultation. Et puis certaines plus intimes sont restées auprès de moi, et aussi des doublons, etc. Et je répugnais à jeter ces preuves, mais en même temps, je ne vais pas faire du stock et je ne doute pas que mes enfants auront autre chose à faire de toute cette paperasse. Donc l'idée de les mettre en rédaction, chronologiquement, thématiquement, m'est venue.
Et le confinement a favorisé le temps libre pour pouvoir écrire, remanier. Ce livre était plus conséquent qu'il ne l'est, alors qu'il est déjà bien chargé. Et bah, merci à mon éditrice d'avoir signalé les passages les plus ennuyeux ou lourds ou inutiles ou répétitifs, de fluidifier un peu les choses. C'était un livre à vocation altruiste, rendre aux électeurs, rendre aux militants, raconter de l'intérieur ce que les gens ne voient pas. Et d'ailleurs, des salariés de Métal Europe viennent de m'écrire en disant « Nous découvrons le boulot quotidien des élus. Nous ne savions pas. » Parce que pour eux, je suis une fille militante de Métal Europe. Pour des chercheurs, je suis une spécialiste de l'expertise scientifique. Pour des acteurs culturels, je suis une spécialiste des intermittents. Mais non, c'est pas vrai, j'ai tout fait, quoi. Et donc, et peut-être pas assez pour eux dans leur domaine respectif. Donc, c'est un livre altruiste. Mais derrière, qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Qu'est-ce que c'était bon de tout ranger, tout poser, éradiquer tous les adjectifs un peu amers parce qu'il y a eu des mauvais moments, donc on peut avoir envie de se venger ou de dire du mal d'un tel, et n'en rester qu'au fait et de dire ce que j'ai ressenti, mais chacun vit sa vie, chacun a ses positions. Et plusieurs personnes m'ont dit qu'on sentait bien que c'était un livre apaisé. C'est pas un livre qui règle des comptes, mais c'est un livre qui révèle beaucoup de choses techniques, politiques, et c'est le droit du citoyen de savoir tout ça. Tout à fait. Et c'est un livre qui se lit comme un roman aussi. On a eu des retours comme ça, dense. Il y a plein d'anecdotes assez drôles aussi. Bon, bah écoutez, merci. Merci à Marie-Christine, merci à l'ALCA, merci à la technique et à Jean-Pierre. Et puis, ben, on va mettre cette rencontre sur la chaîne YouTube de la Nage de l'Ours. Peut-être qu'on va faire des découpages par chapitre, de façon à ce que ce soit consultable pour tout un chacun. Voilà. Très bien. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.